amis, chers auditeurs de Radio JM, Monique Nakache à l'antenne pour Paris, Culture et Spectacle. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre à lire absolument, le journal d'Hélène Baird. Le journal d'Hélène Baird, chers amis, deviendra l'équivalent du journal d'Anne Frank et sera probablement un best-seller. Qui était Hélène Baird? Hélène Baird était une jeune Française juive de 21 ans, issue d'une famille aisée et mélomane, agrégative d'anglais à la Sorbonne, qui a tenu son journal au jour le jour d'avril 1942 à février 1944. Sa vie insouciante a été profondément bouleversée par les lois anti-juives de 1942. Je voudrais vous lire le premier paragraphe de la préface de Patrick Modiano, qui annonce le journal d'Hélène Baird. Je cite Patrick Modiano. Une jeune fille marche dans le Paris de 1942, et comme elle éprouvait dès le printemps de cette année-là une inquiétude et un pressentiment, elle a commencé d'écrire un journal en avril. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis, mais nous sommes à chaque page avec elle au présent. Elle, qui se sentait parfois si seule dans le Paris de l'occupation, nous l'accompagnons jour après jour. Sa voix est si proche dans le silence de ce Paris-là. Alors, je voudrais vous dire, entre autres, qu'en tant qu'agrégative d'anglais, tout le journal est égrené d'expressions anglaises ou de poèmes de Keats, qui fut son poète préféré. Et vous ne m'en voudrez pas si parfois je ponctue mon émission du futur en utilisant souvent le futur pour son récit, pour quelque part continuer à faire vivre Hélène Baird. En fait, Hélène remettait régulièrement ses pages de journal à André, la cuisinière de la famille Baird, car elle ne voulait pas que ce journal disparaisse. Elle voulait que Jean Moravicki, son fiancé, ait accès à ce journal. Jean pour qui elle avait un très profond attachement. Je vais vous lire Hélène. Je la cite. « J'ai peur de ne plus être là lorsque Jean reviendra. Ce n'est que depuis peu de temps. Il m'arrive encore d'imaginer son retour et de penser à l'avenir. Mais lorsque je suis en plein dans la réalité, lorsque je l'aperçois clairement, alors l'angoisse s'empare de moi. Mais ce n'est pas de la peur, car je n'ai pas peur de ce qui pourrait m'arriver. Je crois que je l'accepterai, car j'ai accepté beaucoup de choses dures, et je n'ai pas un caractère qui se révolte devant l'épreuve. Mais je crains que mon beau rêve ne puisse se compléter, se réaliser. Je ne crains pas pour moi, mais pour cette belle chose qui aurait pu être. » Témoignage particulièrement poignant d'Hélène Baird. Je vais vous citer un deuxième passage où elle explique, où elle nous dit comment qu'elle donnait ses feuilles et pourquoi elle donnait ses feuilles à André. Lorsque j'écris disparaître, je ne pense pas à ma mort, car je veux vivre autant qu'il le sera en mon pouvoir. Même déportée, je penserai sans cesse à revenir. Si Dieu ne m'ôte pas la vie, et si ce qui serait si méchant est la preuve d'une volonté non plus divine, mais de mal humain, les hommes ne me la prennent pas. En fait, ce journal d'Hélène Baird comporte deux parties. Et je vais vous dire ce que dit Hélène. Je cite Hélène. « Il y a deux parties dans ce journal. Je m'en aperçois en relisant le début. Il y a la partie que j'écris par devoir, pour conserver des souvenirs de ce qui devra être raconté. Et il y a celle qui est écrite pour Jean, pour moi et pour lui. Cela m'est un bonheur de penser que si je suis prise, André aura gardé ces pages, quelque chose de moi, ce qui m'est le plus précieux, car maintenant je ne tiens plus à rien d'autre qui soit matériel. Ce qu'il faut sauvegarder, c'est son âme et sa mémoire. Pensez que Jean les lira peut-être, mais je ne veux pas qu'elle soit comme la main de Keats. Je reviendrai, Jean, tu sais, je reviendrai. » Nous allons vous lire un passage, le passage de l'horreur, car Hélène parle du zèle des gendarmes français. Je cite Hélène. « C'est toujours la même histoire de l'inspecteur de police qui a répondu à Madame Cohen. Lorsque dans la nuit du 10 février, il est venu arrêter 13 enfants à l'orphelinat, dont l'aîné avait 13 ans. Le gendarme dit « Que voulez-vous, madame ?»
Je fais mon devoir. Qu'on soit arrivé à concevoir le devoir comme une chose indépendante de la conscience, indépendante de la justice, de la bonté, de la charité, c'est là la preuve de l'inanité de notre prétendue civilisation. Les Allemands, eux, c'est depuis une génération qu'on travaille à les réabrutir. Toute intelligence est morte en eux, mais on pouvait espérer que chez nous, ce serait différent. Hélène, pour ceux qui liront le livre, le journal, travaillait beaucoup à l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, et à l'orphelinat du 12e arrondissement. Et en fait, on s'aperçoit que son rôle fut particulièrement présent et fort à l'UGIF et à l'orphelinat. Hélène sentait la mort planer tout autour de la communauté juive, et je vais vous dire ce qu'elle dit exactement dans son journal au sujet de la mort. Si la mort pouvait être comme dans Prométhée délivré, et c'est ce qu'elle devrait être, si les hommes n'étaient pas mauvais. Je vous cite encore un passage du livre d'Hélène concernant la mort. En parlant de Darnan, Darnan était un ultra de la collaboration. Hélène, Darnan vient d'être nommé commissaire au maintien de l'ordre. Je ne sais pas qui c'est, sinon un de ces gangsters protégés par les nazis qui surgissent partout. Mais ce que cela veut dire, une guerre civile certaine, des arrestations et des morts encore, des morts partout et des morts, qu'est-ce que c'est? C'est mettre fin à des vies pleines de promesses, de sève, à des vies intérieures aussi bourdonnantes et intenses que la mienne, par exemple. Et cela froidement. C'est tuer une âme en même temps qu'un corps, alors que les assassins ne voient qu'un corps. Et plus on ira, plus il y aura de morts. Une fois que l'on commence à verser le sang, il n'y a plus de limite. Et pourtant, Hélène persiste à rester positive. Et vous allez le voir tout de suite dans le passage que je vais vous lire, qui est particulièrement poignant. Je cite Hélène. « Et je crois encore à la supériorité du bien sur le mal. En ce moment, tout dément ma croyance. Tout s'efforce de me prouver que la vraie supériorité, celle qui est réelle, concrète, est celle de la force. L'esprit nie les faits, cependant. D'où vient cette croyance indéracinable? Ce n'est pas pourtant une simple tradition. » Hélène, en fait, craignait beaucoup pour les autres, pour sa famille, pour sa sœur Denise qui était enceinte. Je vais vous lire un autre passage, un passage particulièrement poignant où on sent que Hélène craint fortement pour les autres. Hélène parle d'un dialogue qu'elle a avec une de ses collègues de l'UGIF. Madame Leuve m'a demandé, lorsque nous étions à l'infirmerie en train de déshabiller 2 petits jumeaux de 4 ans nouveaux arrivés. « Et alors, qu'est-ce que vous en dites ?» J'ai répondu. « Ce n'est pas drôle. » Alors elle a dit pour m'encourager. « Allez, ne vous en faites pas, nous serons de la même fournée, nous ferons le voyage ensemble. » Elle a cru que je disais cela parce que je craignais pour moi, mais elle se trompait. C'est pour les autres. Pour tous ceux qui sont arrêtés chaque jour, pour tous ceux qui ont déjà passé par là. Je souffre en pensant à la souffrance des autres. S'il n'y avait que moi, tout serait si facile. Je n'ai jamais pensé à moi, et ce ne serait pas maintenant que je commencerai. Je souffre de la chose en elle-même, de cette monstrueuse organisation des persécutions, de la déportation en elle-même. Comme elle se trompait, Hélène, en 1943, dit entre autres: « Cela m'est un bonheur de penser que si je suis prise, André aura gardé ces pages, quelque chose de moi, ce qui m'est le plus précieux, car maintenant je ne tiens plus à rien d'autre qui soit matériel. Ce qu'il faut sauvegarder, c'est son âme et sa mémoire. » La seule expérience de l'immortalité de l'âme que nous puissions avoir avec sûreté, c'est cette immortalité qui consiste en la persistance du souvenir des morts parmi les vivants. Bien entendu, la fin, vous vous en doutez. Hélène a disparu dans cette tragédie horrible, quelques jours seulement avant la libération des camps. Et je vais vous lire un passage poignant, ce que dit Jean, son fiancé, à qui le journal a été remis. Je cite Jean Moraville. « Les êtres comme Hélène, je ne suis pas sûre qu'il y en ait. Ce ne sont pas seulement beaux et forts en eux-mêmes,
Ils propagent le sens de la beauté et donnent la force à ceux qui savent les comprendre. Pour moi, Hélène était le symbole de la force radieuse qui est magnétisme, beauté, harmonie, persuasion, confiance et loyauté. Tout cela assombrait. Avec elle disparaît la femme que j'aimais, et plus encore cette âme si proche de la mienne. La lecture du journal achève de me l'apprendre d'une manière poignante. Tout ce que je lui avais donné, confiance, amour, élan, elle l'emporte avec elle. Je ne puis même pas dire dans la tombe. C'est atroce, n'est-ce pas? Elle emporte aussi le trésor merveilleux de force que je savais pouvoir puiser en elle dans l'avenir, auquel j'avais eu un peu recours déjà. Mais 6 mois, qu'est-ce? Oui, 6 mois seulement ont suffi pour attacher nos deux existences avec un lien que seule la mort pouvait défaire, que seule la mort a défait. Malgré la séparation, Hélène occupait en moi une place toujours croissante. Tout se mettait en réserve pour elle. Comment ai-je pu la quitter sans la savoir à l'abri? Chers amis, chers auditeurs, inutile de vous dire combien l'émotion m'abrite quand je lis ces passages. Hélène était pétrie de musique classique, et pour honorer sa mémoire, je tiens à vous faire écouter un chant extrait de la collection Voix étouffées, créée par Camille pour promouvoir les œuvres des compositeurs victimes du nazisme. En effet, vous allez réécouter un leader intitulé Le chant de la jeune fille, sur un texte de Maurice Maeterlinck et une musique d'Alexander von Zemlinsky. Je dois vous signaler que cette semaine se tient à Paris le Festival des Voix étouffées, du 12 au 31 janvier. Le téléphone étant le 01 44 83 03 00. Ce festival se terminera le 31 janvier au Centre culturel tchèque dans le 6e arrondissement par un concert-entretien avec la présence d'Eva Hermanova, seule survivante de Thérésine, où elle fut l'une des interprètes de l'opéra pour enfants Brondibár de Hans Krása. Merci à Jean Moravicki d'avoir remis les pages du journal. Merci à Mariette Job et à toute sa famille d'avoir remis au Centre de documentation juive contemporaine le journal d'Hélène Baird. Ce Centre de documentation juive contemporaine, depuis sa création, s'est donné pour mission de collecter les documents qui permettent d'écrire l'histoire de la persécution des Juifs pendant la Shoah. Chers amis, chers auditeurs, je vous quitte en vous laissant écouter le chant de la jeune fille. On pourrait même dire le chant de la jeune fille juive. Shalom Velishtamea, Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.